il y a quelque chose que presque personne ne fait correctement. Pas par négligence, pas par manque de volonté, simplement parce que personne n'a jamais jugé utile de l'expliquer. Et pourtant, ce geste, vous le faites peut-être 10, 15, 20 fois par jour, depuis des dizaines d'années, sans vous douter une seule seconde qu'il pourrait peser silencieusement sur la santé de votre cœur. Je parle de la façon dont vous buvez votre eau, pas la quantité, pas le type d'eau, la façon, le rythme, le moment, la vitesse. Et je sais ce que vous pensez. Boire de l'eau, c'est boire de l'eau. C'est ce que pensait aussi Roger. 71 ans, retraité du bâtiment, en bonne forme pour son âge. Roger avait une habitude bien ancrée. Le matin, dès qu'il posait les pieds par terre, il allait directement à la cuisine, et il vidait un grand verre d'eau bien frais, parfois deux, d'une seule traite. Ça lui donnait l'impression de bien démarrer la journée, de nettoyer l'intérieur, d'être en avance sur sa santé. Pendant des années, il n'a rien ressenti de particulier. Puis un matin, en posant son verre, il a eu cette sensation bizarre, comme si son cœur avait raté un temps. Une légère oppression, rien d'alarmant, mais suffisamment dérangeant pour qu'il le mentionne à son médecin lors de sa prochaine consultation. Ce médecin lui a alors posé une série de questions auxquelles Roger ne s'attendait pas. Pas sur ses médicaments, pas sur son alimentation, sur sa façon de boire de l'eau. Ce que Roger a appris ce jour-là, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce que la réalité du cœur vieillissant face à l'hydratation est un sujet que la médecine connaît bien, mais que personne ne prend le temps de vulgariser clairement pour les personnes concernées. Commençons par le commencement. Votre cœur, à 65 ou 70 ans, n'est pas le même organe qu'à 30 ans. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est simplement le résultat d'une vie entière de travail. Votre cœur a battu, sans s'arrêter, environ 100 000 fois par jour chaque jour depuis votre naissance. Il a traversé vos joies, vos peurs, vos efforts physiques, vos nuits sans sommeil. Il a tout géré, mais avec le temps, certaines de ses propriétés mécaniques, elles changent. Le muscle cardiaque, en fait, d'abord, ça perd un peu de sa souplesse. Les cardiologues parlent de rigidité myocardique. Pour visualiser ce phénomène, imaginez une balle en caoutchouc neuve. Quand vous la pressez, elle se déforme facilement et reprend sa forme presque immédiatement. Maintenant, imaginez cette même balle après 20 ans d'utilisation. Elle est encore fonctionnelle, elle rebondit encore, mais la déformation est moins rapide, moins fluide. C'est exactement ce qui arrive au ventricule gauche, la chambre principale du cœur. Entre chaque battement, le cœur doit se relâcher et se remplir de sang. Ce moment qu'on appelle la diastole est crucial. Quand le muscle devient moins souple, ce remplissage devient moins efficace. Le cœur doit alors compenser en travaillant différemment, souvent en augmentant sa fréquence ou en montant en pression. Les cardiologues appellent cela la dysfonction diastolique, et elle touche une proportion très importante des personnes après 60 ans, souvent sans aucun symptôme notable dans la vie quotidienne. Mais voilà le problème, ce cœur plus rigide tolère beaucoup moins bien les variations brusques, et notamment les variations du volume de sang en circulation. Ensuite, les artères. Elles aussi perdent de l'élasticité avec les années. Les parois artérielles, s'ils accumulent progressivement des dépôts, deviennent moins réactives, moins capables de se dilater ou de se contracter rapidement. Résultat, à chaque fois que le cœur envoie du sang dans la circulation, la résistance qu'il rencontre est un peu plus élevée qu'avant. C'est l'une des causes principales de l'hypertension artérielle liée à l'âge, et puis alors qu'il y a là les reins. Ces deux organes que vous ne voyez jamais, dont vous n'entendez jamais parler sauf quand quelque chose ne va pas, jouent un rôle fondamental dans la régulation des liquides dans votre corps. Avec l'âge, leur capacité de filtration diminue progressivement. Pas de façon dramatique dans la plupart des cas, mais suffisamment pour ralentir l'élimination des excès d'eau et modifier la façon dont l'organisme gère les variations d'hydratation. Voilà le tableau d'ensemble. Un cœur moins souple, des artères plus résistantes, des reins qui travaillent plus lentement. Et dans ce contexte précis, vous arrivez chaque matin et vous avalez un grand verre d'eau d'un seul coup. Que se passe-t-il exactement ? Quand vous ingérez un grand volume d'eau rapidement, ce liquide passe dans l'intestin, est absorbé dans le sang et augmente le volume sanguin total en circulation. Ce phénomène est parfaitement normal et le corps y est généralement bien adapté chez les personnes jeunes. Chez une personne de plus de 60 ans, avec les caractéristiques que je viens de décrire, cet afflux soudain de volume représente un défi supplémentaire pour le cœur. La pression dans le système circulatoire monte plus rapidement. Le cœur doit augmenter son débit pour absorber ce surplus. Et les artères rigides offrent une résistance accrue. Ce n'est pas forcément dangereux en soi. La plupart du temps, rien de grave ne se produit. Mais il y a une charge de travail supplémentaire, inutile, répétée chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, que le cœur doit assumer. Une usure discrète.
Une sollicitation silencieuse, multipliée par des mois et des années, des recherches, publiées dans le Journal of the American College of Cardiology, ont montré que le cœur vieillissant présente une sensibilité nettement plus élevée aux variations rapides de la précharge, c'est-à-dire du volume sanguin qui arrive au cœur. L'American Heart Association souligne également que les mécanismes d'adaptation cardiovasculaire deviennent moins réactifs et moins précis avec l'âge. Ce n'est pas une alarme, c'est de la physiologie. Mais la physiologie, ça s'écoute. Avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous, et je voudrais vraiment que vous y réfléchissiez une seconde. Est-ce que vous buvez généralement votre eau en une seule longue gorgée ou en plusieurs petites ? Est-ce que vous videz un verre entier d'un coup ou vous prenez votre temps ? Répondez dans les commentaires juste en dessous. Grand verre d'un coup ou petite gorgée répétée ? Je lis tous les commentaires, et cette question me permettra de mieux comprendre les habitudes les plus répandues chez vous. Parlons maintenant des moments critiques, parce que l'heure à laquelle vous buvez n'est pas anodine. Le réveil est la première fenêtre à risque. Pendant la nuit, votre corps est passé par un jeûne hydrique de plusieurs heures. La pression artérielle suit un cycle naturel, elle est basse pendant le sommeil profond, puis elle remonte progressivement lors du réveil. Les hormones qui régulent la tension artérielle, comme le cortisol et les catécholamines, commencent à augmenter dans les premières heures du matin. C'est une période de recalibrage progressif pour tout le système cardiovasculaire. Or, c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes s'imposent un grand verre d'eau glacée d'un seul tenant. Un système qui était en mode économie d'énergie depuis des heures doit soudainement gérer un afflux de volume supplémentaire alors qu'il n'a pas encore terminé sa mise en route. Les études épidémiologiques ont depuis longtemps établi que les événements cardiovasculaires sont statistiquement plus fréquents dans les premières heures du matin. Ce n'est pas l'eau qui en est la cause, mais cette fenêtre représente une période de vulnérabilité naturelle qu'il vaut mieux ne pas compliquer davantage. Le deuxième moment critique, c'est le soir, dans l'heure ou les 2 heures qui précèdent le coucher. Le raisonnement que font beaucoup de personnes est celui-ci. J'ai mal bu dans la journée. Je vais me rattraper maintenant pour ne pas me dessécher pendant la nuit. Et donc elles boivent 1 ou 2 grands verres juste avant d'aller au lit. Voici pourquoi c'est problématique. Premièrement, quand vous vous allongez, le sang qui était retenu dans les membres inférieurs par la simple force de la gravité remonte vers la cavité thoracique et vers le cœur. Ce phénomène existe toujours, il est normal, mais il est amplifié si vous avez ajouté un grand volume de liquide en circulation peu avant. Le cœur reçoit alors un afflux plus important précisément au moment où il devrait commencer à ralentir pour entrer dans le repos nocturne. Pour les personnes qui ont une insuffisance cardiaque légère, même non diagnostiquée, cela peut se manifester par une gêne respiratoire en position allongée, une sensation d'essoufflement qui disparaît quand on remonte sur les oreillers, ou des réveils nocturnes avec le cœur qui bat plus fort. Deuxièmement, boire beaucoup avant de dormir, c'est programmer plusieurs levées nocturnes pour uriner. Et ces levées nocturnes, après 60 ans, ne sont pas banales. Quand on passe brutalement de la position allongée à la position debout, la pression artérielle met quelques secondes à s'ajuster. Si ce délai est un peu plus long que prévu, et il l'est souvent chez les personnes plus âgées, c'est le vertige. Et le vertige, dans l'obscurité, dans un couloir à 3 heures du matin, c'est une chute. Les chutes nocturnes se figurent parmi les causes les plus fréquentes de fractures graves chez les seniors. Et la plupart du temps, on n'en retrouve jamais la cause réelle, parce que personne ne pense à demander comment la personne avait bu dans les heures précédentes. Il y a un troisième risque, dont on parle encore moins, et qui mérite pourtant qu'on s'y arrête. Il s'appelle l'hyponatrémie. Ce terme désigne une chute du taux de sodium dans le sang. Le sodium est un électrolyte fondamental. Il régule l'entrée et la sortie d'eau dans les cellules. Il participe à la transmission des signaux nerveux, et il est indispensable au bon fonctionnement du muscle cardiaque. Quand on boit de très grandes quantités d'eau sur une courte durée, le sodium contenu dans le sang se dilue. Chez un rein jeune et efficace, cet excès est rapidement éliminé par les urines. Chez un rein plus âgé qui filtre plus lentement, ce déséquilibre peut persister plus longtemps et atteindre des niveaux problématiques. Les symptômes d'une hyponatrémie légère à modérée ressemblent à bien d'autres choses. Fatigue inhabituelle, confusion, maux de tête, nausées, crampes musculaires. On attribue souvent ces signes à l'âge, au manque de sommeil, à la chaleur, rarement à l'eau. Ce risque est particulièrement élevé chez les personnes qui prennent des diurétiques, qui ont une insuffisance cardiaque ou rénale connue, ou qui suivent certains traitements pour l'hypertension.
La Société française de cardiologie et les recommandations internationales sont explicites. Dans ces profils, la quantité de liquide ingéré doit être évaluée et suivie médicalement. Ce n'est pas un détail, c'est un paramètre de traitement à part entière. Je vous donne cette information non pas pour vous inquiéter, mais parce qu'elle est réelle, documentée, et que personne ne vous la donne dans votre quotidien. Alors comment boire correctement après 60 ans ? La réponse tient en un mot, progressivité. Le cœur vieillissant n'est pas fragile. Il est simplement moins tolérant aux variations brutales. Ce qu'il gère très bien, c'est un flux régulier, constant, prévisible. Ce qu'il gère mal, c'est le tout ou rien. Pensez à un jardin que vous arrosez. Si vous arrivez avec votre tuyau et vous ouvrez le robinet à pleine puissance d'un seul coup, vous érodez la terre, vous créez des rigoles, vous déplacez les racines. Si vous arrosez lentement, progressivement, l'eau s'infiltre uniformément, nourrit sans agresser. Votre système circulatoire fonctionne sur le même principe. Voici comment organiser votre hydratation de manière concrète. Au réveil, ne vous précipitez pas sur un grand verre d'eau. Laissez d'abord votre corps se mettre en route. Prenez quelques gorgées, un demi-verre tout au plus, bu lentement. Votre corps a passé plusieurs heures en mode ralenti. Il a besoin de reprendre son rythme avant d'absorber un volume supplémentaire. Donnez-lui ce temps, c'est une question de minutes, pas d'heures. Sur la première heure après le lever, continuez à boire par petites quantités, de façon régulière. Un quart de verre, 2 gorgées, un peu plus, sans jamais vider un verre entier d'un coup. Dans la journée, l'idéal est de maintenir ce que j'appelle une hydratation de fond. Pas des grandes sessions de boisson, mais un filet continu. Gardez toujours quelque chose à portée de main, une petite bouteille, un verre, une tasse, et buvez régulièrement, toutes les 20 à 30 minutes environ. Pas forcément beaucoup à chaque fois. L'objectif est à la constance, pas le volume ponctuel. Un repère simple pour évaluer votre niveau d'hydratation sans vous prendre la tête. Regardez la couleur de vos urines. Foncée, presque orangée, c'est le signe que vous n'êtes pas assez hydraté. Transparente comme de l'eau claire, c'est parfois le signe que vous buvez un peu trop d'un coup. L'idéal se situe dans un entre-deux. Une teinte jaune très pâle, presque jaune paille claire, en fin d'après-midi vers 16h ou 17h. Complétez votre hydratation de la journée si vous estimez ne pas avoir assez bu. C'est une bonne fenêtre. Le corps est en pleine activité, les reins filtrent efficacement, et vous avez encore plusieurs heures avant le coucher pour éliminer l'excès. À partir de 19h ou 20h, réduisez progressivement. Si vous ressentez de la soif avant d'aller dormir, quelques petites gorgées suffisent largement. Pas un verre entier. Pas deux. Un point que l'on oublie souvent. La température de l'eau compte. L'eau très froide, bue rapidement, peut stimuler le nerf vague. Ce nerf, qui relie le cerveau à de nombreux organes internes, dont le cœur, joue un rôle dans la régulation du rythme cardiaque. Une stimulation soudaine et intense du nerf vague peut provoquer un ralentissement momentané du cœur, accompagné d'une sensation désagréable, voire d'un léger malaise. Si vous avez déjà ressenti un coup au cœur en buvant quelque chose de très froid rapidement, c'est probablement cela. Ce n'est pas dangereux chez la plupart des gens, mais chez des personnes dont le rythme cardiaque est déjà sensible, c'est une sollicitation supplémentaire que l'on peut très facilement éviter. Préférez l'eau à température ambiante, surtout le matin, et surtout si vous avez des antécédents de troubles du rythme. Les sciences du cerveau nous enseignent aujourd'hui ce que la sagesse spirituelle a toujours su intuitivement. Un système nerveux maintenu trop longtemps en état d'alerte finit par se fragmenter dans ses fonctions supérieures. La capacité à prendre des décisions claires, à maintenir une vision à long terme, à créer avec liberté, à apprendre sans résistance. Toutes ces fonctions supérieures reculent quand le cerveau est saturé de stress chronique. Ce n'est pas un jugement sur ta volonté ni sur ta foi. C'est un fait biologique. Et un fait biologique se traite avec des moyens concrets, intentionnels, disciplinés. Cela signifie que l'obéissance à Dieu dans cette nouvelle saison inclut l'obéissance envers ton propre corps et ton propre cerveau. Te reposer n'est pas une lâcheté spirituelle. Prendre soin de ta santé cognitive n'est pas un manque de foi. C'est une intendance sérieuse de l'instrument que le ciel t'a confié pour accomplir quelque chose de réel dans ce monde. Tu ne peux pas gouverner ce que Dieu t'appelle à gouverner avec un esprit engourdi. Tu ne peux pas discerner clairement avec un cerveau fonctionnant à moitié. La restauration de ta clarté mentale n'est pas secondaire à ta croissance spirituelle. Elle en est une composante essentielle et souvent négligée. Alors commence par là où tu es, avec ce que tu as. Maintenant, élu de Dieu, ce qui t'attend n'est pas une chimère. Ce n'est pas un récit consolateur que tu t'es fabriqué pour rendre la douleur supportable. C'est une mission réelle, précise, gravée dans ta structure avant même que tu n'arrives dans ce monde. Une mission
dont les contours ont été soigneusement dessinés par un Dieu qui ne confie pas au hasard ce qu'il a confié à l'éternité. Et cette mission ne démarrera pas par une révolution planétaire visible de tous. Elle démarrera par des actes microscopiques que personne ne verra, par un mot toxique que tu choisis de ravaler, par une frontière que tu poses calmement et sans justification excessive, par un moment de prière brute et sans fioriture, là où ton cœur est trop épuisé pour produire de belles phrases, par un espace que tu nettoies, par une habitude que tu introduis, par une relation que tu quittes enfin avec paix et dignité. La grandeur commence toujours là où personne ne regarde. Prends le temps de regarder tes mains aujourd'hui. Ces mains qui ont porté ce que ta bouche ne peut pas encore entièrement nommer. Tu as traversé des saisons dont tu n'aurais jamais parié qu'elles ne t'auraient pas enterré. Tu as tenu ferme pendant des semaines où ta foi n'avait plus de musique, plus d'arguments, plus rien à quoi s'accrocher, sinon la simple décision de ne pas lâcher. Tu as avancé en boitant parfois, en silence presque toujours, en te demandant dans l'obscurité de tes nuits, les plus longues si le ciel t'avait simplement oublié. Il ne t'avait pas oublié, il était simplement en train de faire en toi quelque chose de si profond que ça ne pouvait pas être précipité. Le désert ne t'a pas brisé. Il t'a rendu plus profond que tu ne le savais. Le silence ne t'a pas effacé. Il t'a rendu plus tranchant que tu ne te l'imaginais. Ce qui devait t'enterrer a été retourné par une main divine et transformé en terrain fertile. Pour ce qui pousse maintenant en toi, aujourd'hui, je décrète sur ta vie que cette attente n'a pas été du temps perdu. Chaque jour de cette longue saison comptait. Chaque larme a irrigué quelque chose. Chaque nuit de doute a creusé en toi une profondeur que la réussite facile n'aurait jamais pu produire. Le cycle est achevé. Le test est derrière toi. Prononce maintenant ce décret depuis le lieu le plus profond de ton être. Je ne suis pas en retard sur mon propre appel. Je ne suis pas disqualifié parce que j'ai traversé. Mon passé a perdu toute autorité sur ma trajectoire. Je marche avec Dieu vers ce qu'il a préparé. Et ce qu'il a préparé porte mon nom. Méfie-toi de la nostalgie spirituelle. Elle est l'arme préférée du passé pour te faire croire que une cage était une demeure simplement parce que ton corps en avait appris les dimensions. Ce qui était familier n'était pas forcément juste. Ce qui te manque parfois n'est peut-être pas ce que tu crois regretter, mais le sentiment de sécurité que tu lui prêtais, même mensongèrement, reçoit aujourd'hui la clarté pour le prochain pas. Reçois le courage d'obéir même lorsque tes mains tremblent. Reçois la discipline comme un acte d'amour envers la version de toi qui arrive, celle que le désert a façonnée et que la promesse attend. L'identité de victime est dissoute. Elle ne t'appartient plus. Ton bagage est léger. Tes pensées sont orientées. Ta direction est tracée, élue de Dieu. Lève-toi, prends ce qui t'appartient et marche vers ton héritage. La porte est grande ouverte, et cette fois, tu es prête à entrer.